tu vas bien? Aujourd'hui, on se retrouve devant mes toutes nouvelles bibliothèques. Si tu n'as pas suivi leur installation, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo. Et elles sont encore à moitié vides, mais c'est pas grave. Je suis juste trop contente là parce que du coup, j'ai quand même un fond un peu plus sympa qu'avant. Et aussi, je suis assise correctement sur une chaise. Et ça fait du bien parce que jusqu'à maintenant, c'était des installations bordéliques. Ça reste encore bordélique parce que tu ne vois pas sur quoi est posé mon téléphone. Mais au moins, je suis assise correctement. Donc ça fait plaisir. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je te présente mes lectures de l'été et je vais te les montrer dans l'ordre chronologique en espérant ne pas en oublier. Je vais te présenter les livres que j'ai en physique et après je te présenterai par contre les livres que je n'ai plus en physique parce que ma mère les a récupérés pour les lire ou parce que c'était des emprunts à la bibliothèque. On commence avec ma première lecture de cet été qui a été Iron Flame de Rebecca Yarros aux éditions Hugo, roman dans la collection Romantasy. C'est le tome 2 de Force Wing. Donc je ne vais pas te refaire le résumé. Si tu veux les résumés, comme d'habitude, tous les livres ont des liens vers les résumés dans la barre d'infos. Ce tome 2 là, et c'est comme le premier, je l'ai dévoré, j'ai lu super vite ce tome 2ci qui pourtant est beaucoup plus dense que le premier. On était censé le lire en lecture commune, donc c'était censé durer 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Autant te dire qu'en 4 ou 5 jours c'était plié, je l'avais terminé. J'ai énormément aimé ce tome 2ci. Vraiment, je trouve que Force Wing et Iron Flame et cette saga en fait est très divertissante. Elle est quand même bien construite, les personnages sont bien foutus. Il y a un côté très addictif où on a toujours envie de savoir la suite, la plume est super fluide. Donc vraiment, c'est une bonne romantasy qui n'a rien d'extraordinaire, qui est parfois assez prévisible quand même puisque elle suit les schémas classiques de la romantasy. Mais l'univers est bien foutu, les personnages sont assez attachants, on a envie de savoir ce qui leur arrive. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture, c'était très divertissant. Ça aère un peu l'esprit, voilà, ça fait vivre plein d'aventures, vibrer pour une relation amoureuse très compliquée. Mais voilà, j'ai trouvé ça très bien, voilà, comme le premier, c'était vraiment très cool. Et je lirai la suite avec plaisir. Ensuite, j'ai lu une petite BD qui pour le coup n'est pas du tout dans la même vibe puisqu'il s'agit du Jardin des Fées, le tome 3 qui s'appelle Le Trésor des Reines de Alouette et Moretti aux éditions Dracou. Donc c'est un tome 3 et en fait visiblement ça va être une saga qui va beaucoup se diviser en 2 tomes par 2 tomes puisque dans le premier tome on avait un premier arc narratif et là on commence à explorer un deuxième arc narratif bien que l'histoire se suive quand même de bout en bout tout le temps. Donc on retrouve notre petite bergère des fées toujours dans un univers graphique très beau, franchement c'est sublime, les illustrations sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres et l'objet est aussi absolument magnifique, c'est une BD sublime. Les personnages, l'histoire en elle-même, ça continue dans le même univers avec les mêmes personnages que dans le tome précédent. On découvre aussi des nouveaux personnages dont on parlait précédemment qu'on n'avait pas encore découvert. C'est une BD vraiment très sympa qui réexplore un peu le mythe des fées, le pouvoir des fées. Moi je trouve ça très sympa. C'est de la jeunesse, ça peut être lu à partir de très jeune, hein. C'est très quali, j'aime énormément. Et de toute façon, moi, tout ce qui a trait aux fées, en général, j'apprécie beaucoup. Ensuite, on reste dans l'imaginaire avec un livre en anglais, cette fois-ci, qui est The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axio. Et en anglais, c'est aux éditions Hodder et Stoughton. Ça a été traduit déjà en français aux éditions Lumen sous le titre La fiancée du dieu de la mer, il me semble. C'est une fantaisie asiatique aquatique où on suit une jeune fille qui s'appelle Mina et dans son village tous les ans une jeune fille est sacrifiée au dieu de la mer et envoyée sur une barque. La barque coule, la jeune fille aussi, et on la sacrifie au dieu de la mer qui, paraît-il, est en colère
contre les humains, puisque il y a tout le temps des grosses tempêtes en mer. C'est très difficile de survivre dans ce monde-là quand on est un village côtier, c'est très compliqué. Et donc Mina va décider, pour protéger son petit frère qui est amoureux de la fiancée désignée, va décider de se sacrifier à sa place, et elle va tomber au fond de la mer et elle va tomber dans le monde des esprits, dans le monde des dieux, et donc va s'en suivre toute une quête pour essayer de ramener le dieu de la mer à la raison. J'ai beaucoup aimé, comme à chaque fois, l'univers des légendes asiatiques qui, je trouve, est très rafraîchissant. L'univers est très sympa des légendes asiatiques, un univers sous-marin. Alors, c'est pas le roman de fantasy asiatique révolutionnaire ou qui me fera avoir un coup de cœur. J'ai passé un bon moment de lecture, mais globalement, ça s'arrête là. C'est agréable à suivre. Voilà, ça se lit bien. La plume en anglais est quand même assez fluide, hein, c'est pas compliqué à comprendre. Donc voilà, c'était divertissant, c'était rafraîchissant, ça allait bien dans le mood de l'été puisqu'il y avait beaucoup la thématique de l'océan, de la mer. Mais ça n'a pas été un coup de cœur, c'est quand même une bonne lecture. S'il te tente, franchement, vas-y, parce que je pense que tu passeras un bon moment de lecture. Après, c'est pas la fantaisie asiatique révolutionnaire, mais ça reste quand même très sympa et pourquoi pas le tenter en première approche justement de la fantaisie asiatique, ça peut être pas mal du tout. On reste un petit peu en Asie avec un manga ce coup-ci qui est le tome 2 de Mermaid Saga de Rumiko Takahashi aux éditions Glénat. J'ai lu le tome 1 il y a un an je pense et j'avais très envie de découvrir la suite parce que j'avais énormément aimé ce tome 1 et ce tome 2 pareil, je l'ai énormément aimé aussi. Je suis juste déçue parce que je pensais que l'histoire allait se terminer là, que le fil rouge allait se terminer dans ce deuxième tome, sauf que c'est pas le cas et bah, visiblement on n'aura jamais la suite. Donc je suis un peu déçue parce que j'ai énormément aimé les personnages, l'univers, le mythe des sirènes, vus comme des créatures vraiment terribles, vraiment terrifiantes et en même temps tellement belle. Voilà, j'ai énormément aimé. Donc on suit deux personnages en fait qui ont mangé de la chair de sirène et qui sont devenus immortels. Et on suit toutes leurs péripéties pour essayer de trouver une solution à cette malédiction puisque eux veulent simplement vivre une vie normale et donc ils vont rencontrer plein d'autres personnages sur leur route. Et c'est vraiment super bien fait, enfin vraiment j'ai adoré ces deux tomes de manga. Malheureusement on n'aura jamais la suite et bah c'est très dommage. Cette fois-ci on change complètement de registre puisque j'ai lu L'âme du vent de Amandine Grosso publié aux éditions Iméris. Je l'ai en plus dans la version reliée collector qui n'était disponible qu'au moment de la précommande puisque Iméris est une toute jeune maison d'édition, c'est sa première publication. Ils ont fait aussi une deuxième campagne de précommande pour leur deuxième parution qui doit paraître à l'automne. Je n'ai pas participé pour le coup parce que ça m'intéressait un peu moins, c'était une espèce de science-fiction et j'ai trouvé la couverture pas très belle. Donc ça m'a moins tentée, mais celui-ci là, il est vraiment super bien, c'est une petite pépite. Donc franchement, si tous les ouvrages de cette maison d'édition sont aussi quali que ce roman-ci, ça va être une maison d'édition vraiment à surveiller et qui va faire de très très belles parutions. Dans cette histoire, on suit Baya qui vit dans une cité au milieu du désert. Et dans cet univers, on a une grande étendue désertique avec quelques cités qui vivent en interaction les unes avec les autres, mais qui sont vraiment à des kilomètres d'écart, où la vie est quand même assez difficile. Et dans la cité où vit Baya, il y a un étrange virus qui fait son apparition et qui transforme les hommes en créatures démoniaques assoiffées de sang. Et Baya, qui est une siroc oracle qui arrive à lire l'avenir dans le vent, eh bien, elle va essayer de tout faire pour trouver une solution à cette maladie et elle va partir dans une quête initiatique à travers le désert et les cités. Elle est accompagnée par un jeune homme, évidemment, et on va donc suivre toutes leurs quêtes, toutes les aventures, toutes les tragédies qu'ils vont devoir traverser pour trouver une solution. J'ai adoré clairement ce livre-là, c'est
super bien écrit, la plume est magnifique et très poétique, sans être lourde, sans être superficielle. Elle est très bien équilibrée entre la poésie, la simplicité et l'efficacité pour faire comprendre au lecteur tout ce qui se passe, puisque c'est un one-shot, il n'y aura pas de suite, toute l'histoire est dans ce tome-ci, donc ça en plus on apprécie, ça veut dire que hop, on lit le livre et on a le début, le milieu, la fin de l'histoire. Ça change un petit peu aussi en fantasy parce que c'est plutôt rare qu'on ait des one-shots quand même au final. Les personnages sont très très bien construits, ont de la complexité, ont des nuances. C'est vraiment super bien, l'univers est bien construit, bien qu'il manque un petit peu plus de développement dans le sens où on est vraiment sur le désert et sur les cités. Et bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a que ça dans cet univers? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas explorées? Ça, on ne le sait pas. Et peut-être que ça manque un petit peu juste pour éclaircir ce point, puisqu'il y a en plus une espèce de déesse tortue qui traverse ce monde-là. Et donc, on ne sait pas trop si ce monde, c'est vraiment juste une étendue désertique ou s'il y a autre chose. On ne le sait pas, on ne le saura jamais. C'est vraiment le seul micro-défaut que je peux dire de ce livre-là parce que l'histoire est très très bien construite. Vraiment, c'est nickel de bout en bout, c'est vraiment super bien. J'ai adoré lire cette histoire et c'est une histoire qui nous happe vraiment complètement. On est vraiment transporté dans cet univers-là. Quand je ne lisais pas le roman, j'y pensais régulièrement à cet univers, à ces personnages. J'avais envie de replonger vraiment dans cette histoire, dans cet univers. Et vraiment, c'est super bien. C'est une très 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 belle première parution. La maison d'édition peut vraiment en être très très fière. Et l'autrice aussi peut être très très fière de ce roman parce que c'est vraiment un roman très très réussi. On sort là maintenant complètement de l'imaginaire pour le seul roman historique de cette update qui est D'écume et de sang de Mireille Calmel aux éditions XO. Là moi j'ai l'édition France Loisirs mais sinon c'est XO. C'est un roman historique, on suit Jeanne de Belleville qui a vécu au XIVe siècle pendant le début de la guerre de 100 ans. Jeanne de Belleville est connue pour être la première femme pirate de l'histoire et notamment de l'histoire de France puisqu'elle était française et elle est devenue en fait pirate, plutôt corsaire en fait, suite au fait que le roi a un peu tué son mari. Voilà, elle n'a pas trop apprécié, du coup elle s'est rebellée. Voilà pour les grandes lignes de son histoire. Dans ce roman-ci, on suit bien sûr sa vie de A à Z, de petite fille à sa mort, ou quasiment sa mort, la fin de sa vie. Et j'ai énormément aimé cette histoire, je l'ai trouvée très très bien maîtrisée, très bien réussie. Mireille Calmel, c'est une autrice qui est de toute façon très douée, elle n'a plus rien à prouver en termes de roman historique, vraiment c'est une des autrices les plus reconnues dans ce genre-là. Et j'ai adoré parce que on suit son histoire, les faits historiques réels sont très clairs, très bien expliqués, qui a fait quoi, quand, comment, pourquoi. Sans que ce soit un cours d'histoire magistrale, ça reste très bien romancé, c'est vraiment super bien maîtrisé. On a une interprétation de ce qu'aurait pu penser Jeanne de Belleville à son époque et je trouve que c'est très très bien réussi dans le sens où c'est vraiment très plausible, c'est possible vraiment concrètement que Jeanne de Belleville ait été la femme qu'il y a dans ce roman. En tout cas, nous, on y croit vraiment. La balance entre ce qui est romancé et l'historique est vraiment très bien faite. J'ai adoré, franchement, j'ai passé un super bon moment. Juste cette couverture est vraiment pas terrible. De toute façon, les couvertures XO, en général, c'est pas des francs succès. Mais l'intérieur, si tu aimes les romans historiques, il vaut vraiment le coup parce que moi j'ai énormément aimé, j'ai trouvé ça très très bien fait. Donc vraiment si tu as envie de tenter un roman historique en plus avec un univers
assez maritime, même si la période où elle est sur les bateaux est assez courte dans le roman. On a quand même tout le temps cet esprit indomptable et indépendant de Jeanne de Belleville. Et bah, franchement, j'ai passé un super bon moment de lecture. C'était vraiment très sympa. Et le dernier livre que j'ai lu toute fin août, on retombe dans l'imaginaire, mais cette fois-ci dans la science-fiction, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Arthur C. Clarke aux éditions J'ai lu. J'avais déjà vu il y a quelques années maintenant le film qui est quand même culte de Kubrick, il me semble, et j'avais beaucoup aimé ce film en fait jusqu'à le dernier tiers. Ou le dernier tiers, j'ai pas compris grand chose de ce qui se passait. C'est vrai, enfin, je trouve que c'est vraiment pas clair comparé au livre où, pour le coup, le film est assez fidèle au livre, mais le film, surtout sur la fin, manque clairement d'explications. Explications qu'on a tout à fait dans ce livre-là. Et dans ce livre-là, vraiment, on comprend tout ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Donc, si tu as aimé le film, comme moi, mais que la fin tu comprends pas trop, lis le livre parce que là tout s'éclaircira de façon très claire. Et j'ai beaucoup aimé voilà, ce livre-là. C'est un classique de la science-fiction qui n'est plus tellement à présenter. La musique du film est devenue cultissime. C'est un pilier de la science-fiction, donc j'avoue que quand je l'ai vu en librairie, j'ai pas tellement hésité, j'ai tenté. Et j'ai pas été déçue. Je dirais pas que j'ai adoré au niveau de Dune, ça c'est pas possible, j'ai envie de dire. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai découvert aussi que du coup en fait c'était une saga. Et que il y avait d'autres tomes. Donc il y a 2010 Odyssée 2, 2061 Odyssée 3 et 3001 l'Odyssée finale. Donc je me dis bah pourquoi pas essayer la suite en fait, parce que c'est vrai que la fin du livre, vu qu'elle est très claire, on peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer après en fait. Une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, donc peut-être que je lirai la suite, probablement je lirai la suite. On passe maintenant au livre que je n'ai plus en ma possession. On va commencer par une BD qui est Nos mondes perdus de Marion, j'ai oublié le nom de famille, je suis désolée, mais de toute façon tu as la couverture qui s'affiche quelque part à l'écran. C'est une BD de vulgarisation scientifique qui explique ou qui tente d'expliquer l'histoire de la paléontologie et l'histoire de la découverte des dinosaures et de comment on en est arrivé maintenant à nos connaissances actuelles sur les dinosaures. J'avais lu de cette autrice Dans la combi de Thomas Pesquet que j'avais énormément aimé, que j'avais trouvé vraiment super bien, de la vulgarisation scientifique, de l'humour. Voilà, c'était vraiment super bien fait sur un thème qui parle à peu près à tout le monde puisque Thomas Pesquet, je crois que globalement tout le monde l'apprécie plutôt bien et apprécie suivre ses aventures. Et ben là on suivait toute la préparation pour devenir astronaute. Et c'était vraiment hyper intéressant, hyper bien fait et très drôle. Dans Nos mondes perdus, on retrouve donc ces faits scientifiques là qui sont très bien expliqués. On retrouve l'humour aussi. Et par-dessus ça, l'autrice a rajouté, je ne sais pas trop pourquoi, des anecdotes personnelles qu'elle essayait à chaque fois de lier aux faits scientifiques qu'elle présentait, pour raconter après un passage de sa vie qui l'a marqué. Donc c'est une BD très personnelle pour l'autrice, mais pour le coup moi j'ai pas du tout apprécié ce côté-là. J'ai trouvé que les anecdotes faisaient très brouillonne, que du coup ça rendait l'ensemble de la BD très brouillon et qu'on perdait souvent le fil de la narration scientifique. L'autrice raconte en fait sa vie, les anecdotes de sa vie, ce qui a eu un impact sur sa vie, comment elle en est arrivée à devenir autrice de BD de vulgarisation scientifique. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant de voir le parcours de vie d'une autrice. Il n'y a pas de souci, sauf que là, c'était mêlé avec des faits scientifiques sur la paléontologie, sur l'évolution, sur les dinosaures,
qui je trouve n'avait pas de lien avec les anecdotes personnelles et qui cassait vraiment le côté scientifique en fait de la BD, et les anecdotes n'étaient ni très drôles ni très pertinentes, enfin, en tout cas à mon goût hein, bien sûr. Donc j'ai été déçue par cette BD dans ce sens-là. J'ai apprécié le côté scientifique où ça nous éclaircit en fait pas mal de points sur l'histoire de la paléontologie, l'histoire de nos connaissances sur les dinosaures, mais c'était parasité en permanence par ces anecdotes personnelles, et ça, ce côté-là, ce mélange-là, ça n'a pas du tout fonctionné avec moi, et j'avais hâte de passer ces passages-là. À la fin de la BD, je survolais vraiment ces passages d'anecdotes parce que ça ne m'intéressait pas, et c'était pas pour ça que je voulais lire cette BD en fait. Moi je voulais lire cette BD pour en apprendre plus sur l'histoire des dinosaures, pas sur l'histoire de l'autrice. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Après ça reste quand même une BD qui est agréable à lire hein. Franchement il n'y a pas de souci avec ça, on apprend quand même plein de choses. Donc si tu connais déjà cette autrice, si tu as envie de découvrir tous ses livres, bah vas-y, tu passeras quand même un bon moment. Mais c'est, je pense, clairement pas la meilleure qu'elle ait faite. Et les deux derniers livres que j'ai à te présenter, c'est le tome 5 et le tome 6 de la saga Blackwater de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Donc dans cet été, j'ai lu les deux tomes tout simplement parce que j'avais acheté le 5e et ma mère a acheté le 6e, et on s'est vu pendant 3 semaines, donc je me suis dit ça me laisse 3 semaines pour lire le 5e que j'avais déjà lu avant, et surtout lire le dernier pour terminer la saga et pour pouvoir lui donner les deux derniers, que elle aussi puisse terminer la saga. Donc j'ai enchaîné un peu les deux tomes, et clairement la fin de cette saga est vraiment à l'image de la saga en entier. C'est-à-dire que on sait quelles créatures sont certains personnages. L'histoire est plutôt claire. On a les réponses qui nous manquaient, bien qu'il faut quand même un petit peu interpréter. Et il n'y a pas de fini hyper épique, hyper incroyable. Non, ça se finit tout simplement par la mort d'Elinor qu'on suit dès le premier tome. Et en fait, cette saga, c'est l'histoire de sa vie à partir du moment où elle arrive dans le clan Casquet. Et ça se finit en douceur, en fait, comme on pouvait s'attendre que ça allait finir, en fait, tout simplement. C'est pas un finish grandiose, épique, avec des engueulades, des embrouilles, etc. Non, ça se finit vraiment de façon très douce, entre guillemets, hein, parce que ça reste quand même de la fantaisie un peu horrifique, un peu d'épouvante quand même. Mais voilà, je suis très contente d'avoir terminé cette saga-là. C'est une très très bonne saga qui mêle fantastique, histoire de famille. Et c'est un mélange qui est vraiment très bien réussi par l'auteur et qui est hyper agréable à suivre. Je n'ai aucune idée si ces autres romans sont dans cette même vibe-là, mélangée fantastique, histoire de famille, histoire de l'Amérique aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas cette saga-là, elle est très bien faite et c'est un type de fantastique que j'aime beaucoup et que pourtant je lis très très peu. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très sympa comme lecture. Et alors pour le coup, j'ai tout lu en été, là la fin de cette saga en été, mais c'est une saga qui se prête à merveille pour les mois d'automne, les mois d'Halloween, et aussi les mois de janvier-février où l'hiver est encore très présent, les jours très courts, et où on a un peu cette ambiance assez sombre finalement. Donc vraiment c'est une saga très très bien, et si elle te tente, je te la recommande vraiment parce que elle est très bien construite, très bien faite. Les personnages sont maîtrisés du début à la fin. C'est vraiment super bien, donc si elle te tente, n'hésite pas, fonce. Et juste un dernier livre à te présenter qui est un livre que j'ai écouté en audio sur l'application Lidzy. C'est Gold, le 5e tome de la saga Doreen, écrit par Raven Kennedy.
Je ne sais plus la maison d'édition en papier, mais bon, je l'ai écouté en audio. Tu auras de toute façon, comme toujours, la couverture qui s'affiche à l'écran. Je pensais que c'était le dernier tome de la saga, et j'avoue que plus j'avançais dans l'histoire, et plus j'avais un doute quand même sur le fait que ce soit la fin de cette saga, parce que sinon la fin aurait été très bâclée. Non, il y aura encore un tome supplémentaire, qui j'espère celui-ci sera la fin, parce que là ça fait quand même un peu long comme saga, bien que ça reste assez intéressant. Autant dans toute cette saga pour l'instant, le personnage d'Oren, le personnage principal, est hyper intéressant à suivre. Elle évolue beaucoup, elle apprend plein de choses, elle forge son caractère. C'est hyper agréable de la suivre. Autant le personnage masculin, donc son love interest, plus ça avance et plus il m'énerve. Et plus ça devient le cliché du mec super protecteur qui ne la laisse pas faire ses choix, qui n'est obsédé par elle et qui ne pense qu'à elle et qui devient quand même, je trouve, un peu toxique sur les bords. Vraiment, c'est le point qui m'a agacée dans ce tome-ci. C'est le personnage masculin qui vrille complètement juste pour une nana. Ça me... Bref. Voilà, alors que Oren, pareil, son but, c'est de retrouver son love interest, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en cheminant, elle se rend compte que y a peut-être plus important que son love interest. Et donc, elle va d'abord se battre pour les gens avant de se battre pour son love interest. Ce qui est logique, en fait, avec l'évolution du personnage. Ce qui est logique avec qui elle était au début. Le love interest, lui, il a complètement l'évolution inverse. Moi, j'ai trouvé ça mal fait en plus. Donc, j'ai vraiment pas du tout apprécié ce côté-là. Après, on en apprend plus sur l'univers. Là, on découvre une grosse partie de l'univers qui est assez sympa à suivre. On suit aussi un autre personnage qu'on suit depuis le début, mais de façon beaucoup plus ponctuelle, là, qui prend un peu plus de place, qui a pareil une évolution incroyable et qui est génial à suivre. Enfin, plus les tomes avancent et plus j'aime ce personnage. Dans l'ensemble, c'était plutôt bien, mais les passages sur le love interest, ça m'a gonflé au possible. Mais le reste de l'histoire continue de très bien se passer. J'apprécie beaucoup les personnages, l'univers, l'évolution aussi des personnages est super bien faite. Donc, je lirai la suite, bien évidemment, puisque je ne suis plus très loin de la fin, je pense. Mais ce serait bien quand même là si on accélérait un petit peu quand même, puisque ce 5e tome était quand même assez long. Je crois que j'avais trouvé aussi que le 4e tome était un peu long aussi. Je pense que l'autrice a envie de faire durer, mais ça pêche un peu sur le rythme du coup. Alors que pour autant, les premiers tomes étaient très fluides, il se passait tout le temps des choses et le rythme avançait bien. Là, je trouve que dans les 2 derniers tomes, le rythme s'est ralenti. Je pense pour pouvoir faire un 6e tome comme elle le voulait. Ce tome 5, voilà, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, il y a des choses que j'ai beaucoup moins aimées. On va voir comment ça va se terminer. Voilà pour ce point de lecture de l'été. J'ai quand même pas mal lu cet été. Je suis plutôt contente de toutes mes lectures qui, globalement, ont toutes été très bonnes. J'ai pas été beaucoup déçue pendant ces 2 mois d'été et j'ai même fait de très belles lectures, donc j'en suis vraiment très contente. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as fait de très bonnes lectures cet été et quels ont été tes derniers coups de cœur. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt et très bonne lecture.